Voilà. Bon, moi je devais aussi présenter la référence d'Alexandre Coiré, j'en dirai quelque chose durant la lecture de la question. Avant ? Durant. Alors la première chose, c'est que je me suis dit, mais où c'est la question dans cette première partie ? Parce que je trouve que la question 1, comme on s'est posé, c'est pas une question. C'est-à-dire, il cite une partie des écrits de Lacan, en disant, donc, alors que Freud anticipe sans s'en rendre compte les recherches de Saussure et celles du cercle de Prague, et après elle dit, pouvez-vous vous expliquer sur ce point ? C'est pas vraiment une question. Et je trouve que c'est au départ, parce que j'avais lu un peu rapidement les 2 premiers paragraphes, en me disant, bon, c'est un peu du blablabla, mais c'est dans les 2 premiers paragraphes c'est Lacan qui pose la question. Et cette question, il va y répondre à la fin. Dans les 2 derniers paragraphes, il répond à cette question. Alors déjà, c'est quoi la question ? Alors en gros, on a 2 termes, donc. D'un côté, disons, Freud, mais il me semble que ce qui est traité ici, c'est surtout l'inconscient freudien. Et de l'autre côté, on a la linguistique. Donc on a ces 2 termes. Et la question, au fond, que c'est Lacan qui se pose la question en partant de cette citation, il dit que vous y choisissez une remarque qui implique, donc c'est le premier paragraphe, l'existence d'un autre mode d'information que la médiation de masse. Donc, la question, je pense, qu'il se pose Lacan, et qu'il va y répondre à la fin, c'est, mais comment ça, c'est quoi le médium, si on veut, pour que se propage en effet ? C'est quoi le médium ? Si ce n'est pas l'information, si ce n'est pas la communication. Il dit que, voilà, si on aurait fait un sujet de thèse, on aurait dit, voilà, le génie de Ferdinand de Saussure inspiré par le génie de Freud. Donc on dit, voilà, Freud découvre ça, après à l'université on démontre, oui, Saussure, par ce biais il a entendu ça, l'information passe, et il a pu après créer la linguistique moderne. Mais Lacan dit, ce n'est pas ça. Il dit qu'il y a un autre mode d'information. Et ça va dans les 2 sens, il le dit à la fin du premier paragraphe, il dit que Freud anticipe Saussure, n'implique pas qu'en bruit, en effet prendre conscience à l'un, mais non plus qu'à l'autre. Donc c'est ni d'un côté ni dans l'autre. La question c'est alors comment c'est possible. Bon, on va tout de suite voir la réponse rapidement, parce que c'est l'avant-dernier paragraphe. Il dit c'est que l'effet qui se propage n'est pas de communication de la parole, mais justement, comme on a dit avant, mais de déplacement du discours. Je trouve, comme Véronique a dit au départ, en se référant à Michel Foucault et originairement, je crois, à Kant, c'est plutôt de savoir quelles sont les conditions de possibilité en certains moments à une époque pour que ça puisse surgir l'inconscient, ça puisse surgir la linguistique. Et ça, je vais en parler rapidement, c'est un peu ce que Coiré dit dans ce recueil d'articles. Il dit que s'il y a eu la science moderne à partir de Galilée, ça veut dire qu'il y avait déjà un changement au niveau philosophique, religieux, etc., qui a permis ça. Ce sont vraiment les conditions de possibilité, c'est un changement de discours qui permet que certaines choses surgissent. Et c'est ça, entre guillemets, le médium entre les deux. Donc ce n'est pas l'information d'un côté à l'autre. Donc pour moi, le texte est divisé donc en 4 parties. Donc la première, c'est Lacan qui extrait une question de cette citation. Donc il dit c'est quoi le médium ? Et la deuxième partie, alors je trouve que c'est intéressant comme il a choisi de structurer sa première réponse, c'est donc le 3e paragraphe. Il dit partant du terme d'arrivée. Et là, c'est la partie qu'il traite de la linguistique. Si c'était entre guillemets une thèse universitaire où on croit à la communication et l'information, on aurait commencé par Freud. Et après la linguistique, alors lui, pour montrer que ce n'est pas l'information qui se propage, il commence par l'arrivée, au lieu de dire c'est Freud et après tac. Donc il part de la linguistique, et après,
plus ou moins, hein, mais c'est à page 405, l'avant-dernier paragraphe, c'est quand il commence à dire « Mais c'est tout domaine de trébuchement dans le pas du langage, dans la parole », autrement dit, la linguistique a été anticipée, là, il va introduire l'inconscient freudien. Ça, c'est la troisième partie, et la dernière, voilà, c'est quand il répond à sa question, donc vraiment à la fin. En tout cas, c'est comme j'ai subdivisé le texte. Bon, là, je vais aller maintenant rapidement. Bon, j'ai trouvé drôle le deuxième paragraphe, quand il lui dit « de sorte qu'à me citer », entre parenthèses, vous. J'ai répondu déjà à votre citation. Ben oui, il le cite, voilà, c'est quoi la question? Ben, vous venez de le dire, la citation, avant de m'en rendre compte. Mais là, il a déjà posé sa question. Bon, après, voilà, il commence à parler de la linguistique. Alors, on a déjà présenté tout ça avant, je ne vais pas revenir sur tous les points. Disons juste que ce qu'il accentue avec l'introduction de la linguistique moderne, il accentue vraiment sur le côté de la coupure entre le signifiant et le signifié, et il dit est-ce que retrouvera-t-elle ces clés entre les mains des stoïciens? Alors c'est comme on a vu, c'est une action, c'est une logique de l'action. S'il ferait clair, il fait jour, on s'en fiche. S'il fait jour ou pas, c'est plutôt, s'il fait jour, qu'est-ce que je dois faire? On voit bien que c'est au niveau plutôt de la structure du signifiant, l'autonomie du signifiant plutôt que du côté de signifier, c'est ça, c'est cette coupure qui traite, disons, la linguistique moderne, mais qui on peut déjà retrouver par exemple chez les stoïciens, mais aussi, ça je vais en parler rapidement, dans Koiré avec l'introduction de la science moderne. C'est aussi une référence à la page 420, la quatrième question. Vous dites que la découverte de l'inconscient a abouti à une seconde révolution copernicienne. En quoi l'inconscient est-il une notion clé qui subvertit toute théorie de la connaissance? Donc c'est l'idée que l'inconscient serait une clé en fait. C'est à quelle page? C'est juste la quatrième question, mais je l'extrais juste parce qu'on en parlera. Lacan pose, c'est comme le petit pousset, quoi. Il met ses petits pions d'entrée de jeu. Ouais. Donc cette coupure qui est la barre entre le signifiant et le signifié. Donc il dit bien que pour qu'il prévale la différence dont le signifiant se constitue absolument, je pensais en exemple, peut-être vous le connaissez, assez célèbre de Saussure, peut-être c'est dans le cours de linguistique générale de 1916, mais il donnait l'exemple d'une partie d'échecs. Bon, on sait que les échecs, ils ont des points, la reine, ça vaut 10 points, la tour 5 et tout, mais Saussure, l'exemple qu'il fait, il dit qu'il faut toujours regarder la structure de la partie au moment donné. C'est-à-dire qu'au moment où pion, selon toutes les autres pièces dans l'échiquier, peut avoir plus de valeur qu'une reine. Donc c'est ça l'exemple qu'il donne du côté différentiel du signifiant, c'est-à-dire que le signifiant, c'est pas tellement défini par rapport au signifié, à l'image, au concept, mais plutôt par rapport aux autres signifiants. C'est vraiment le côté différentiel du signifiant. Alors comment tu expliques pour le système du phonème, par exemple, qui en est le premier succès de découverte? Alors, je me suis demandé à quoi il se réfère par rapport au système du phonème. Moi, je me suis demandé si quand même c'était pas lié à cette histoire d'anagramme. Parce que dans les anagrammes, il parle, donc c'est de Saussure, il parle qu'il y a des contraintes phoniques, en plus de règles de métrique, etc. Je me demande s'il y a un certain moment qu'il y a une contrainte, bon là en tout cas au niveau des phonèmes, que c'est comme ça qu'ils vont être constitués, que ça ne dépend pas d'une intentionnalité, etc., mais qu'il y a une contrainte. Mais je ne suis pas sûr qu'il se réfère à ça. Je ne sais pas si toi tu as une idée. Ça me paraît vouloir s'opposer à la phrase suivante, mais peut-être tu voulais la commenter. On pense étendre ce succès à tout le réseau du symbolique en admettant de sens qu'à ce que le réseau en réponde et de l'incidence d'un effet, oui, d'un contenu, non. Oui. Donc là, c'est le pari saussurien, non? Qu'on aura un binaire effet-contenu, tout le système aurait un contenu, en fait. Oui. Alors que ça s'oppose à l'autonomie du signifiant. Oui. Oui, peut-être Se systématise selon la matière sonore et pas selon le sens. Oui. Je pense que c'est une systématisation alternative. Oui. Mais peut-être justement on peut dire quelque chose par rapport à Koiré, par rapport à ce contenu justement.
est juste l'effet de cristal. Alors je me suis cassé la tête, je ne sais pas d'où il l'a pris. Dans les... Il le nomme plusieurs fois, la question du cristal. Alors, j'ai une idée, mais je te dis après. Alors moi, juste en lisant une partie de cours de linguistique générale de Saussure, il dit un moment, je l'avais dit avant, il parle de cristallisation sociale au niveau de la langue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en mots, ça voudra dire plus ou moins pour tout le monde la même chose. C'est un consensus au niveau social, et c'est quelque chose qui reste fixe. C'est ce que j'ai dit au départ en disant qu'il cherchait un objet qui est un peu unitaire, fixe, pour faire... On sait que la linguistique devient une science, il parle de cristallisation sociale, mais je ne sais pas s'il se réfère à ça, Lacan, avec l'effet de cristal. Mais ce serait l'idée, voilà, qu'un mot, tac, est fixe sur une chose et que tout le monde se comprend quand on dit table. Je fais juste une parenthèse. Ça m'a aussi beaucoup interpellé parce que c'est vraiment quelque chose qui revient à plusieurs reprises et dont d'autres se servent aussi. Et si on prend simplement la physique, la question de la dissolution d'une substance dans de l'eau, la sursaturation, si on sursature un liquide, tu peux mettre que tant de grammes de sucre ou de sel dans un liquide. Si tu le chauffes, par contre, tu peux mettre beaucoup plus de produits dans le liquide. Et puis, si tu laisses refroidir tranquillement, la solution reste liquide, d'accord ? Et dès que tu introduis quelque chose d'extérieur là-dedans, n'importe quoi, un thermomètre, tu as un effet de cristallisation de ce qui est en trop, et ce qui ne peut pas être dilué normalement sans chauffage, sans chauffer, ça se recristallise. Et vraiment, je trouvais qu'il y avait une analogie à faire avec la langue, les signifiants, les sons, les phonèmes, etc., une sorte de bain comme ça. Et il y a un moment donné où un élément, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas savoir lequel, à quel moment il va arriver, un élément entre dans le système et vient faire cristalliser quelque chose, mais c'est totalement imprévisible à l'avance. Mais c'est comme ça que je vois l'analogie. Peut-être on a lu le même article, parce qu'après, il parle du petit Hans, non ? Non, oui, mais ça revient souvent. Et c'est vraiment cette idée qu'il y a une saturation dans le milieu de mots, on pourrait dire de signifiants, de phonèmes, de sons, etc., pour faire le lien avec la linguistique. Et à un moment donné, pour une raison X ou Y, il y a précipitation, cristallisation, un cristal qui naît, donc un signifiant qui va faire un effet, etc. Enfin, une matérialisation, si tu veux. Mais c'est une lecture, une hypothèse. Je ne peux pas aller plus loin. Après, c'est pas aussi une référence à Freud quand il parle de la différence entre névrose, psychose et perversion, et qu'en fait la structure du sujet c'est comme un cristal, que quand on le regarde comme ça on peut pas voir a priori, mais a posteriori quand le cristal se brise, il y a les lignes de force du cristal qui permettent de dire si c'est plutôt de la structure est de tel côté ou de tel côté. Enfin, moi j'avais vu comme ça. Alors, mais quels sont les effets des cristals ? C'est le cristal lui-même qui a une qualité, une capacité de transmission, n'est-ce pas ? C'est comme ça que je prie. On peut rajouter deux éléments. D'une part, Pierre Gillédien, quand il commente ce texte, nous dit que les effets de cristal, c'est une référence au fait que chaque signifiant est un cristal complètement indépendant d'un autre signifiant. C'est exactement ça, Voilà. l'effet de cristal. C'est le corps du signifiant. C'est ce que on a dit ce matin, que le signifiant a un effet. L'action, la question de l'action et de l'effet, la matérialité dont on parle Lacan, c'est comme ça que je l'entends. Oui, C'est-à-dire que c'est pas un binaire. Voilà, c'est plus dans le système binaire. Voilà. Et après, c'est à corréler avec ce qu'il y a en haut de la page 428. Car me voici revenir au cristal de la langue, pour de ce que falsus soit le chu en latin, lier le faux moins au vrai qui le réfute, qu'est-ce qu'il faut du temps pour faire trace de ce qui a défailli à s'avérer d'abord. Bon, elle a lié le faux moins au vrai qui le réfute, c'est-à-dire on sort de la paire signifiante. Donc, à le prendre de... Pardon ? À le prendre de ce qu'il est le participe passé de fallérer, tomber, dont faillir et falloir proviennent chacun de son détour, qu'on note que l'étymologie ne vient ici qu'en soutien de l'effet du cristal homophonique.
Je pense que le cristal n'est pas pris dans une symétrie. C'est exactement ça. C'est vraiment ça que je retiens. C'est pour ça que l'équivoque est la seule arme contre le Mhm. symptôme pour anticiper. Mhm. Faillir, falloir, c'est comme ça que la langue se propage et pas par la paire signifiante. Moi, je pense que Ouais. c'est plus clair. Alors je parle très rapidement de Koiré. Il y a peut-être 2 passages où, si jamais ça c'est en recueil de textes, hein, de Koiré, son étude d'histoire de la pensée scientifique. Il y a des textes qui datent à partir de 1920 jusqu'à 1960, c'est en recueil. Je vais lire peut-être la petite phrase qui me semble le plus proche de ce qui est dit dans ce texte. Alors, c'est au 404, le 4e paragraphe. Le signifié sera ou ne sera pas scientifiquement pensable, selon que tiendra au nom un champ de signifiant qui, de son matériel même, se distingue d'aucun champ physique par la science obtenue. Ceci implique une exclusion métaphysique à prendre comme fait de des êtres. Aucune signification ne sera donc côté imaginaire, signification ne sera désormais tenue pour aller de soi. Très rapidement dans ce texte, qui est dans la plupart des articles, il veut montrer le pas fait pour l'introduction de la science moderne. Il considère que c'est Galilée, celui qui a introduit la science moderne. Alors probablement vous n'êtes pas sans savoir que pour Galilée, le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Et la physique, disons, si vous voulez, avant jusqu'au Moyen-Âge, l'étude de la physique de la nature, c'était par rapport, disons, à la physique d'Aristote. Parce que c'est Aristote qui a été traduit en latin, donc c'était vraiment Aristote qui... Voilà, c'était un peu la doctrine dominante du Moyen-Âge. Mais la physique aristotélicienne était encore une physique liée à la perception. On essayait d'expliquer le monde où on vivait par rapport à ce qu'on pouvait observer avec nos sens. C'était au niveau de l'expérience. Et c'était aussi lié, c'est ce que Koiré continue à répéter, au sens commun. C'est-à-dire, il y a le sens commun, si un objet fait ça, c'est pour ci, cela. Et le pas qui a fait Galilée a été de dire, justement, non, il ne faut pas se baser en premier, en tout cas sur les sens, sur la perception, mais avant de faire toute expérience, quoi que ce soit, on doit déjà faire des hypothèses, c'est-à-dire nous-mêmes, on doit faire une hypothèse et la démontrer par la suite, c'est-à-dire en utilisant un langage. Et il considérait donc que la nature même, l'essence de la nature, était un langage mathématique, c'était géométrique, si vous voulez, mais il y avait des triangles, des cercles, etc. Et ça, comme Koiré dit, ça a été vraiment une coupure très profonde, pas seulement au niveau scientifique, mais ontologique, métaphysique, etc., dans l'histoire de la pensée. Et peut-être, j'étais surpris de lire ça, donc c'est un article qu'il a écrit en 1943. Je vous lis juste le petit paragraphe, qu'est-ce qu'il dit, Koiré. Donc là, il part de Galilée en opposition avec Aristote, disons Aristote, à la doctrine de la physique aristotélicienne, etc., avec la nouvelle physique de la science moderne. Donc il écrit « Il n'est pas étonnant que l'aristotélicien se soit senti étonné et égaré par ce stupéfiant effort pour expliquer le réel par l'impossible. » C'est en 1943, Koiré. Après, à quelle page là 185. Après, j'ai découvert que Koiré était le beau-père de Kojève. Donc, Lacan baignait là-dedans. On voit quand même. Bon, alors, le lien avec la phrase que j'ai lue, c'est-à-dire que Galilée fait aussi une distinction entre l'expérimentation et l'expérience, donc l'expérience basée sur le sens commun, l'expérience sensible et tout. L'expérimentation, c'est déjà, décrire les choses par rapport au langage, mathématique et tout, et secondairement, on va voir si ça marche ou pas.
Et du reste, Galilée, il se vantait, elle disait ah, mais vous avez fait cette expérience. Il n'a pas fait beaucoup d'expériences, Galilée, il a beaucoup plus écrit et tout. Alors on lui demandait, vous avez fait des expériences? Il répond, ah, je n'en ai pas besoin, je l'ai déjà démontré logiquement et il doit être ainsi. C'est là ce que dit Lacan, il me semble. Donc, disons, le signifié, ce qui ne sera pas scientifiquement pensable, et ce mot de pensable, j'ai mis l'accent, je l'ai un peu, fait la distinction entre le pensable et la signification, parce que Coiré dit aussi que pour Galilée, vous savez, c'est Galilée qui a commencé à introduire le mouvement rectiligne uniforme. C'est une chose que vous n'observerez jamais ici. En tout cas, à son époque, on ne pouvait pas l'observer dans la nature, c'est impossible, entre guillemets, mais c'est démontré. Et c'est une chose qu'on peut, si vous voulez, penser, mais la penser dans le sens que démontrer par des calculs. Et ce n'est pas une chose qu'on peut s'imaginer, c'est-à-dire, comme Lacan dit, aucune signification. On n'est plus du côté de la signification, on voit quelque chose, on peut s'imaginer que c'est comme ça, mais c'est vraiment une pensée, mais dans le sens, une articulation autonome en soi entre signifiants. Et c'est ça qu'il dit, le champ physique par la science obtenue, donc la science moderne, c'est vraiment un peu l'autonomie d'un côté du signifiant, on fait des démonstrations et tout, après on peut les tester, etc. Mais c'est vraiment à nouveau cette coupure entre le signifiant et le signifié. On peut penser ici à la phrase de Milner, la linguistique c'est une science galiléenne stricte. Ah ben voilà. Et il dit aussi Coiré dit aussi c'est la revanche de Platon sur Aristote avec Galilée, parce que Aristote il considérait les mathématiques comme des outils, mais c'était abstrait par rapport à la physique, à la physis, à la nature. Galilée est platonicien, il le dit. Je me permets de dire, j'ai un fils physicien qui m'a dit un jour, il parlait tout petit, il me disait, je pense à ma grand-mère, ma mère, à sa grand-mère qui est mourir, et il dit, je lui dis, mais ça veut dire quoi penser pour toi? Puis il me dit, ça veut dire voir sans les yeux. Je trouvais quand même que le destin était tracé. Il avait 4 ans. Voir sans les yeux, c'est quelque chose de ça. Peut-être, voilà, j'ai retrouvé la phrase. Je la lis parce que c'est important, c'est vraiment lié à ce qui est dit là. Ça, c'est Coiré, hein, c'est jamais la page 210 du livre. Mais en fait, nous ne pouvons pas penser au mouvement dans le sens de l'effort et de l'impétus. C'était la théorie qu'il y avait avant, liée au sensible et tout. Hein. Nous pouvons seulement nous l'imaginer, justement. Nous devons donc choisir entre penser et imaginer. Penser avec Galilée ou imaginer avec le sens commun. Car c'est la pensée pure et sans mélange, et non l'expérience et la perception des sens, qui est à la base de la nouvelle science de Galéléo Galilée. Voilà. Donc une pensée, mais dans le sens pas du côté significantisation, imaginer tout, mais que c'est lié un peu cette autonomie du signifiant, que, voilà, c'est comme ça, on le démontre et tout. Voilà. Après, bon, l'exclusion métaphysique, il dit ceci implique une exclusion métaphysique. J'étais pas sûr de comment le comprendre. Ça veut dire que toute la métaphysique exclue, c'est une partie de la métaphysique. Selon Coiré, c'est une partie de la métaphysique parce que cette révolution scientifique a aussi des implications de comment on pouvait se représenter le monde dans lequel on vivait. Mais par rapport, bon, je vais passer autre, mais si jamais lisez Miller, le réel au XXIe siècle, il parle vraiment de ces passages de façon plus détaillée. Je trouve important ce que tu cites là. Tu viens d'expliquer, donc c'est un dégagement du sensible, du monde du sensible, d'accord, mais ça ne t'autorise pas à partir dans la métaphysique, c'est-à-dire quelque chose où tu serais extérieur au système. Donc c'est comme ça que moi je lis, ça implique aussi donc, une exclusion de la métaphysique. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc entre la métaphysique et le sensible. Après il vient donc sur la chose qui est ni du côté métaphysique ni du côté sensible. Oui, bon après dans l'histoire il y a eu Gassendi par la suite, il n'était pas un grand scientifique mais il a créé la nouvelle ontologie, que c'est plus ou moins celle qu'on se représente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a du vide, et il y a des atomes dans le vide, bon on reprend Démocrite. On ne peut pas trop rajouter d'informations. Oui, pardon.
Si on Ok. suit le fil du texte quand même, parce que là on est en train de s'égarer, donc que fait Lacan? Il dit d'une part ce qu'il emprunte à la linguistique et d'autre part ce en quoi il s'en éloigne. Mhm. Donc les premiers paragraphes, c'est Lacan rend à César ce qui est à César. La linguistique s'intitule la coupure, c'est-à-dire qu'est-ce qui est apporté, c'est que grâce à la linguistique, on a pu diviser le phonème entre signifiant et signifié. On avait le phonème qui était une unité, la linguistique introduit la coupure, et donc soudainement se dégage l'autonomie du signifiant par rapport au sens. Donc ça, c'est ce en quoi la linguistique est essentielle à Lacan. Hein. Mais après, il s'écarte de la gageure donc des linguistes et lui-même s'avance en disant que c'est sur la question du signe qu'il s'en distingue. C'est-à-dire puisque dans le système saussurien, il y a une unité, le signe est l'unité du signifiant et du signifié. Et pour Lacan, il n'y a pas d'unité du signifiant et du signifié. Le signifiant est autonome par rapport au signifié. Et je repense à mon exemple tout à l'heure là, de la propagation. On prend le signifiant biosécurité, par exemple, qui va être celui qui va nous poursuivre dans les années à venir. Il va avoir tout un tas d'utilisations et il va se propager dans tout un tas de champs où il aura des effets tout à fait distincts. Et donc, parce que là, c'est le nouveau virus en fait. bon, le langage contient toujours un concept qui se propage. Je veux dire, au fin du 19e siècle, c'était risque, et on voit jusqu'à ça s'est propagé aujourd'hui. Là, on a biosécurité, on a des signifiants comme ça qui se propagent, et c'est là que Lacan donc met la limite à l'apport qu'il a retiré de la linguistique. Je pense qu'il faut garder quand même ce fil. Il y a le premier rapport très important de pouvoir rompre le phonème en signifiant signifié, donc le système du phonème qui en est le premier sujet de découverte, et ensuite le signe suppose quelqu'un qui occulte en ce cas dans la linguistique. Donc là on a plutôt l'idée enfin, il répond en disant oui, vous avez raison, mais non, je n'en suis pas resté là en fait. Juste pour reprendre le fil de la réponse. Merci. Oui, en effet, donc dans la page 404, plus ou moins vers la fin, il commence il dit il me faudrait anticiper sur ce que je compte introduire sur la graphie de la chose. Donc j'imagine qu'il entend aussi un peu son objectif, qu'il en parle, mais dans les questions suivantes. En effet, ce qu'il faut noter sur la chose, c'est que c'est quand même la nouvelle graphie de la chose. C'est pour ça qu'il le présente au titre d'une graphie. C'est-à-dire qu'il a toujours parlé de la chose, das Ding, mais là c'est une nouvelle graphie, c'est la chose. Et le paragraphe tout de suite après, alors là j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il voulait dire, j'ai une hypothèse, il dit ce ne sera pas en progrès, une régression plutôt. Alors, moi juste l'idée que je me suis fait, c'est-à-dire, il se réfère à ce qu'il, puisqu'il parle d'anticiper, à ce qu'il dira dans la question 2, où il parle en moment, voilà, la sémiologie est partie du signe, et après il y a eu le signifiant. Et Lacan dit, voilà, moi j'ai défini le signifiant comme personne ne l'a jamais osé avant moi, mais ne pensez pas que le signe n'est pas mon affaire, ça sera le premier aussi le dernier, mais il a fallu ce détour. Je me demande si cette régression, donc il n'anticipe pas ce qu'il va dire par la suite, c'est-à-dire on retourne un peu au signe, que c'est cohérent aussi avec le séminaire de cette année, l'envers de la psychanalyse, où le chapitre 13, le dernier, il y a vraiment une dégénérescence par du signifiant, et il y a un côté du signe. Le signe, la différence du signifiant, implique le vivant. C'est-à-dire le signe implique le vivant. Alors moi, je pense que c'est plutôt, excuse-moi, mais la référence au schéma des discours à la page 447, le discours du maître s'éclaire par régression du discours de l'hystérique, et le discours de l'université s'éclaire de son progrès dans le discours de l'analyste. Donc là, il prend les termes progrès, régression. Ce ne sera pas un progrès, une régression plutôt, c'est-à-dire le discours du maître s'éclaire par régression du discours de l'hystérique. C'est ce dont nous avons besoin contre l'unité de l'obscurantisme qui se soude au fin de prévenir la chose. Enfin, il me semble que je n'ai pas une grande clarté par rapport à ces termes-là, mais en tout cas, c'est certainement une référence à cette idée de régression et progrès
dans les discours, puisqu'ils sont là. Donc la régression, en suivant le test, ça serait entre quoi et quoi? Parce que c'est pas... Le discours du maître s'éclaire par régression du discours de l'hystérique, alors que le discours de l'université s'éclaire de son progrès dans le discours de l'analyste. Sachant que le discours de l'hystérique, l'agent, c'est S-Barrel, c'est ça? Et dans le discours du maître, l'agent, c'est S1. Oui. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il ne croyait pas du tout au progrès, Lacan? Parce que d'ailleurs, il met le progrès en guillemets. Donc quand il parlait de la révolution, il disait que c'était toujours le retour au point de départ. Et ça, il en a parlé dans Seigneur 7 avec les 68 arts, en disant que... Non, mais Lacan ne croit pas du tout au progrès, c'est juste que l'histoire de l'humanité, il y a un signifiant qui se dégage et qui organise tout. La biosécurité, ça organise tout. Ouais. Tout le monde entier est réorganisé. Et c'est pas un progrès, c'est juste un signifiant qui s'autonomise et qui réorganise le champ des significations. Et on peut faire l'histoire du monde comme l'a fait Michel Foucault avec l'histoire des concepts qui viennent organiser le champ des savoirs. C'est un signifiant soudain qui se détache, gêne, je sais pas, risque, biosécurité, et puis ça, tout se réorganise. Cristallisation. Ça se cristallise, oui, c'est exactement comme C'est ça. ça. C'est une manière très lucide de voir de lire l'histoire des hommes en fait. C'est pas du tout comme un progrès, une incorporation dialectique où il y aurait une sublation, c'est-à-dire une élévation à un étage supérieur de ce qui se passe. Enfin, c'est aussi très nietzschéen, foucaldien, c'est l'antitéléologie en fait. Voilà, il n'y a plus de pathologie. C'est pas comme si tout allait de mieux en mieux et que tout s'incorporait de manière de plus en plus cohérente, comme dans la dialectique hegelienne. Le dit au dernier paragraphe, en effet, le dit où de la dialectique se présente comme dérisoire, Voilà. dérision. Et c'est plutôt les convulsions de l'histoire, comme il les appelle, il faut les comprendre par rapport au déplacement du discours. Voilà, donc ça c'est l'anti-marxisme et le matérialisme historique, et c'est plutôt mettre en avant le côté contingent et d'un signifiant qui s'autonomise et qui réorganise tout autour de lui. Bon, je pourrais parler encore pendant des heures, mais peut-être je te laisse un peu, je ne sais pas, peut-être faire un mot de fin, parce que ça nous reste 7-8 minutes. On est obligé de finir à la fin. Ah, Moi, je dois partir. Bon, je sais pas s'il y a vraiment un mot de fin à faire, parce qu'on n'a pas vraiment suivi la logique du texte. Mais oui, je pense qu'en tout cas, ce que j'ai dit, c'est l'idée, c'est Lacan donc paye son dû à la linguistique et en diverge. Et donc l'enjeu, comment dire, de cette première question, c'est de mettre en avant l'objet A, en effet, donc la chose qui est avec sa nouvelle graphie, qui se distingue donc de la chose comme quelque chose d'inapprochable, autrement que par la transgression, comme on a dans le séminaire 7. Là, on a vraiment, j'extrais ça un peu de l'intervention de Guéguin parce que j'ai trouvé très utile, mais il disait que finalement, il y avait deux opérateurs dans la psychanalyse, il y avait l'opérateur signifiant et il y avait l'opérateur objet A, c'est-à-dire il y a l'opérateur signifiant et l'opérateur quantum de jouissance, et donc l'analyse procède par aliénation et par séparation. C'est-à-dire jusqu'à présent, on avait plutôt envisagé l'analyse comme une opération d'aliénation, c'est-à-dire le sujet apprenait à isoler et s'identifier au signifiant maître de son histoire, et donc s'aliénait plus avant encore dans son histoire. Et Lacan rajoute ici qu'en effet, l'opération analytique, c'est avant tout une opération de séparation avec la jouissance qui est toujours en excès. En effet, on retrouve cette idée dans tout le texte, hein, ce qui compte, c'est de traiter la jouissance du corps dans la psychanalyse, et que c'est ce dont la linguistique n'a aucune idée. La linguistique n'a aucune idée de comment traiter la jouissance du corps. Je ne sais plus si c'est dans la question 1 ou dans la question 2, mais en tout cas, on a vraiment cette idée-là, alors que Lacan, ici, j'avais dit lors de la première rencontre que c'était le passage de l'inconscient S1, S2 à l'inconscient S1A, c'est-à-dire on continue sur la piste d'identifier des signifiants maîtres qui s'autonomisent
et produisent donc les effets dans la vie d'un sujet, mais également par séparation de la jouissance. Ça me fait toujours penser à cette phrase du séminaire 10 où Lacan parle de la cession qui reprend le modèle de la cession des objets de la nature, en fait, vers la fin du séminaire 10, où en effet, pour que le sujet se libère de la jouissance en excès, ça implique un processus de séparation, donc de cession de la jouissance par le biais de l'analyse. Donc je pense que ça c'est vraiment l'enjeu, c'est de mettre en avant le signe non plus comme l'unité signifiant-signifiée, qui bien qu'arbitraire, une fois qu'il est arbitrairement constitué et constitué chez Saussure. Donc pour Lacan au contraire, c'est de dire que le signe, c'est pas l'algorithme saussurien, c'est le signe c'est le signe du fumeur, c'est-à-dire le signe de la jouissance, et c'est avec ça que l'analyste va travailler. C'est ce qui se passe. On a aussi on a parlé de la question autour de quoi l'unité se fait, la signature des choses, etc. La mise en question de la communication. Enfin, Lacan essaye vraiment de déstabiliser toutes les fictions auxquelles on se raccroche pour croire au progrès, au bien-être, la possibilité d'être ensemble, enfin donc à tout ce qu'on se raconte pour pas voir le réel, les lendemains qui chantent et ainsi de suite. Et donc Lacan nous parle de tout ça, la télépathie, la télégraphie, la communication, la politique, le contrat social, les solutions, la révolution et ainsi de suite. Et il nous amène plutôt vers le réel de la psychanalyse. Le poète se produit d'être mangé des vers, comme nous l'a dit Violaine, c'est-à-dire le poète c'est celui qui sait qu'il est traversé par le langage hors sens. Et donc il est ravagé, son organisme est transformé en un corps traversé par une pulsion en excès par rapport à l'homéostase du corps. Et c'est de ça dont on a à prendre acte. Et le seul opérateur qu'on a pour traiter cette jouissance en excès qui déborde donc du corps traversé par le langage, c'est d'obtenir des sessions de jouissance au cours de l'analyse. Et donc on a vraiment cette réorientation de la cure autour de la paire aliénation-séparation, mais amenée dans des termes encore plus radicaux que les termes du séminaire 11. Donc ce pauvre poète qui est mangé des vers est donc en effet plutôt poème que poète, c'est-à-dire en effet le quelqu'un à qui il fait signe de quelque chose, c'est-à-dire croire à la personne, au sujet, à l'agent, c'est ce qui nous permet c'est ce qui nous empêche d'être vraiment efficace face aux enjeux réels qu'on a dans notre pratique en fait. Voilà un petit peu ce qui se passe, et après donc on a les fameuses la fameuse trilogie l'inconscient et la condition de la linguistique. L'inconscient n'est pas la condition du langage, et le langage est la condition de l'inconscient. Qu'on peut peut-être un petit peu commenter, puisque c'est à partir de là que se repositionne la psychanalyse. Donc l'inconscient est la condition de la linguistique. On l'a un petit peu commenté tout à l'heure, avec cette idée que l'inconscient, c'est la condition de possibilité de la linguistique. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ? Pourquoi est-ce que l'inconscient, en fait, je voulais commenter ça, mais j'ai pas eu d'illumination, on va dire. L'inconscient est la condition de possibilité de la linguistique, c'est-à-dire il a fallu que l'inconscient apparaisse en tant que concept pour que la linguistique puisse elle-même se dégager, c'est-à-dire, je pense, donc le fonctionnement automatique du langage. Aujourd'hui, j'aime bien la traduire par « c'est parce qu'il y a quelque chose qui pousse qu'on se met à parler ». Enfin, qu'on parle pour englober ce quelque chose qui pousse et qui nous est étranger, inconnu, énigmatique, cet âge à chose. C'est comme ça que l'inconscient, là je ne prends pas l'inconscient freudien transférentiel, là je prends l'inconscient réel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pousse en nous et ça nous pousse à mettre des mots, donc à
à créer les conditions du langage, puis ensuite toutes les décortications du langage que tu peux faire, linguistique, phonétique, etc. Enfin, moi, je l'avais pris dans ce sens-là. Je sais pas si c'est... Bon, moi, je dirais l'inverse, parce que ce que j'ai Tu entendu... dirais l'inverse. Ouais, Ah parce- ouais. ouais. Désolée, Ah. c'est midi, c'est un peu... Non, mais vas-y. On fait vite. Mais ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est que s'il n'y avait pas eu cette invention par Freud de l'inconscient, parce que quand même, c'est lui qui l'a inventé, on n'aurait pas inventé la linguistique. Bah, que montre Freud que le langage fonctionne, il y a un automatisme du langage. Quand Freud, dans l'interprétation des rêves, etc., montre qu'en fait, il y a des substitutions signifiantes, il y a des condensations, il y a des déplacements, c'est-à-dire le langage fonctionne seul, en fait. Il n'y a pas le sujet avec son intention. Et donc le fait de découvrir le fonctionnement automatique du langage permet l'invention de la linguistique. Et le fait qu'il y a une structure avec ses règles propres, je Et dirais. c'est intéressant de dire que le langage est la condition d'inconscient, ça veut dire que on a commencé à parler de toute façon avant que quelqu'un ait parlé de l'inconscient. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait parlé, il n'y aurait pas, l'inconscient n'existerait pas. Donc l'inconscient n'existe que parce que... Oui, parce mais qu'il n'y a pas là, de nouveau, on glisse d'une conception de l'inconscient à une autre conception. Le langage est la condition de l'inconscient, transférentiel, freudien. Mais l'autre, l'inconscient est la condition de on pourrait dire de la linguistique. Là, j'entends l'inconscient plutôt réel. Je trouve qu'il y a un glissement. Je ne suis pas sûr qu'il y a les mêmes Je veux inconscients. peut-être juste lire la phrase de Milner qui explique cette phrase qu'on connaît tous, l'inconscient est structuré comme un langage, parce que bon, on s'y arrête jamais, on l'a tellement été longtemps, mais Milner nous dit, page 197, 197, étant admis qu'un langage a des propriétés de structure, et cela est démontré par la linguistique, l'inconscient a les mêmes propriétés. En fait, l'inconscient a des propriétés qui sont communes avec le langage. Ils ont des propriétés de structure. Donc c'est parce qu'on découvre les propriétés de l'inconscient que se dévoilent les propriétés du langage. En effet, je pense. Et qu'on peut, c'est ce que Lacan dit, sans l'éruption de l'inconscient, pas moyen que la linguistique sorte du jour douteux dans l'université, dit l'on des sciences humaines, fait encore exprès la science, c'est-à-dire croire au projet humaniste, à l'intention, au sujet, etc. Et donc il fallait que l'inconscient se démontre donc opérer de manière autonome pour que la structure puisse se révéler comme opérant de manière autonome. Je pense que ça c'est vraiment la première proposition. Et donc dire que l'inconscient est la condition du langage, ça n'a pas de sens. Il s'agit de se faire auteur aux dépens de ce que j'ai dit, à savoir que le langage est la condition de l'inconscient. Alors ici, je note que déjà la formule n'est pas la même. L'inconscient est la condition de la linguistique. C'est pas de la linguistique qui est la condition de l'inconscient. C'est pas une inversion. Donc l'inconscient est la condition de la linguistique. Donc la science, qui est une science qui vise à déterminer les propriétés à minima de la structure. C'est ça la linguistique après tout. Sans méta-langage, on ne dit pas ce que ça veut dire, mais on dit comment ça opère. D'accord ? Par contre, le langage est la condition de l'inconscient. C'est pas la linguistique. Donc le langage est la condition de l'inconscient. Moi, je le comprends. À la fois, c'est la condition de l'inconscient freudien et la condition de l'inconscient lacanien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le langage avec son système de phonèmes, divisé par la découverte saussurienne, on n'a pas les formations de l'inconscient au sens freudien, on n'a pas la substitution, la métaphore, le refoulement d'un signifiant qui passe au niveau du signifié et ainsi de suite. Certes, on n'a pas tout ça, mais c'est également le langage qui introduit la faille dans le vivant qu'est l'inconscient. Et après, dans le reste du texte, on a vraiment toute cette idée que l'inconscient, c'est une faille. On a ici, ce que j'ai cité tout à l'heure, l'effet de cristal avec le falloir, faillir, etc. On a vraiment cette idée de quelque chose d'une faille dans l'organisme en fait. Donc l'inconscient c'est vraiment une faille dans l'organisme. L'organisme ne fonctionne pas comme un organisme parce qu'il est impacté du langage et donc cet impact du langage fait que l'organisme est dénaturé et la pulsion est en fait ce qui surgit de cette dénaturation de l'organisme par le choc du langage. Et donc je trouve que dans cette définition le langage est la condition de l'inconscient, Lacan répond à la fois
Donc à l'inconscient S1, S2 et à l'inconscient S1A. C'est-à-dire il y a à la fois l'inconscient pulsatile et l'inconscient chaîne signifiante. Et donc s'il n'y a pas le langage, il n'y a pas l'inconscient en tant que savoir inconscient, mais il n'y a pas non plus donc le langage comme faille qui dénature l'organisme encore. Et en effet, dans la question 2, apparaît ensuite donc la question du corps qui vient vraiment sur le devant de la scène. Puisque c'est vraiment la psychanalyse va devenir une question à partir de ce texte de manière très marquée, ça devient la question du traitement de la jouissance du corps et pas du tout une question, c'est la fin de l'inconscient vérité. On n'a plus du tout l'idée de ce que ça veut dire et on a plutôt l'idée de comment est-ce que ça se régule avec cette phrase l'inconscient c'est faire virer la jouissance à la comptabilité. Donc cette idée de comment en effet faire que la jouissance qui est à la fois en excès et manquante, puisqu'on ne jouit jamais assez et on jouit toujours trop, c'est un peu ça que dit la psychanalyse. En même temps, le corps est trop vidé de sa jouissance, c'est-à-dire qu'on a toujours l'idée d'une jouissance plus complète ou plus satisfaisante, et en même temps on jouit trop, c'est-à-dire on fume trop, on boit trop, on va trop sur Tinder, on fait trop tout. Et donc c'est en même temps la jouissance en excès et la jouissance en excès qui échoue à renflouer le trou qu'a fait le langage en percutant le corps en fait. Et donc il y a cette espèce d'équation qui n'arrive pas à s'équilibrer en fait. Et donc la question de la psychanalyse devient vraiment ça. Devient vraiment comment prendre acte de ce réel de l'existence humaine qui est vraiment pas un réel idéalisé où on aurait une espèce de téléologie progressiste de la réalisation de l'être humain, mais plutôt de la misère de l'organisme humain parasité par le langage et qui agit par des signifiants comme biosécurité ou sérotonine et qui essaye désespérément d'organiser son monde autour d'un signifiant qui a émergé de manière contingente, mais une fois qu'il a émergé, cesse d'être contingent et devient devient le S1 du discours du maître. Donc par régression du discours du maître, moi je pense que ça veut dire par régression du S1 vers la division. C'est-à-dire évacuer le signifiant qui organise notre réalité et retourner vers la faille qui est ce qui nous agit en fait. Et traiter cette faille au moyen de la cession de jouissance et non pas par l'inconscient vérité. Donc voilà, je pense peut-être ce qu'on peut dire. Avec la phrase qu'a citée Dominique, le déplacement du discours, c'est pas la communication de la parole. Et donc c'est ce que Lacan essaye lui-même de faire. C'est-à-dire, on se demande toujours pourquoi est-ce qu'il nous explique pas, pourquoi est-ce qu'il dit pas le vrai sur le vrai, toutes les plaintes qu'on adresse à Lacan, mais en effet l'idée c'est que c'est pas en restaurant ou en redonnant consistance à l'illusion de la communication que quoi que ce soit va changer, mais c'est en déplaçant les termes du discours pour que d'autres possibilités d'énonciation deviennent possibles. Et donc l'idée du désêtre, ceci implique une exclusion métaphysique à prendre comme fait de désêtre, c'est-à-dire le sens de la vie oublié, il n'y en a pas, et vous allez perdre de l'être au cours du processus, puisque ce que vous gagnerez, ce sera peut-être de l'existence, mais ce ne sera pas de l'être, puisque l'être, on va le voir après dans la suite du texte, mais l'être est fait de signifiants. Et donc le signifiant ne donne d'être que de manque à être. Et donc dans le déplacement infini du signifiant, qui va toujours faire appel à un autre signifiant pour, encore une fois, combler le manque à être de la chaîne. Et donc le désêtre, en effet, mais contrepartie de l'existence. Enfin, ce qui va se capitonner bien plus tard dans l'enseignement de Lacan, puis de Miller. Voilà. Oui. 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 Je recueille ton assentiment. Mais écoute, on peut peut-être parler de la prochaine fois. En fait, comme on avait... Déjà, quand c'est la prochaine fois ça serait alors en 19 décembre. Le 19 décembre, parce que le 14 novembre tombe, donc il y a les CR. Donc le 19 novembre, puis ça serait la question 2. Qu'est-ce que je dis ? Décembre, ouais.
Et puis vous aurez rectifié l'erreur que j'ai faite. C'est pas le 20 janvier, après c'est le 23 janvier. C'est un samedi, 23 janvier, si jamais vous corrigez. Après, pour ce qui est de la méthode de travail, ce qui nous est apparu, parce que notre atelier est expérimental, c'est que ce serait peut-être mieux de lire la question et de faire intervenir les références au fur et à mesure, parce que sinon, finalement, on n'a pas vraiment eu le temps de lire la question comme nous étions à court de temps. Et donc faire plutôt comme ça. Et donc, j'ai fait une liste des références que René va envoyer. Tu me l'as envoyé déjà ? Non, je vais te l'envoyer, mais il y en a presque autant. Enfin, il y a le texte de Benveniste, 2 textes de Freud, les textes de Lévi-Strauss, le cru et le cuit, enfin, la chauve-souris de Hegel, enfin, il y a encore tout un tas de trucs. Ou alors se concerter, ceux qui prennent les références, se concerter avant. Tu vois, parce que là, moi, ça m'a manqué. Je dis, franchement, je trouvais que c'était trop décousu et que ça ne reprenait pas. Enfin, peut-être que c'est une proposition. Enfin, disons que là, pour l'instant, je vais recevoir les références. Voilà, l'idée, c'est que je vous les envoie. Voilà. Je vous les envoie et puis vous me dites laquelle vous voulez prendre. Voilà. Parce que comme ça, et j'informe tout le monde aussi qui a d'accord. pris quoi, de manière à ce qu'on puisse se coordonner. Mais cette fois, la lecture des références, et c'est ce que j'entends dans ce que dit Véronique, se fait à partir de la question, de la réponse qui est donnée. On colle à la réponse et puis on regarde le lien qui est fait avec la référence. C'est-à-dire que ça ne nous demande pas de faire un exposé sur la référence, mais plutôt d'extraire dans la référence ce qui fait lien avec la réponse. C'est juste ce que je... Voilà, et donc du coup, on peut en effet... quelqu'un donc prend le lead sur la question 2, mais tout le monde, enfin les personnes qui se sont portées volontaires interjectent au moment où on arrive. Exactement, c'est ça. Ou même avant, moi la suggestion que je fais, c'est que même avant, déjà on peut se mettre d'accord. Si vous avez envie de vous concerter. À discuter, mais moi j'aime bien l'idée que dans le cours de la lecture, chacun qui a lu une référence interjecte à ce moment-là. C'est ça. Sinon, ça fera presque un peu trop théorique. C'est ce qu'on a éprouvé aujourd'hui, ce que j'ai éprouvé aussi. Ça fait un peu théorique et un peu détaché. C'est-à-dire qu'on... Ce que je veux pointer par là, en disant, c'est que la personne qui va lire la question 2, elle va se poser les questions de la référence. Donc, autant l'aider et lui dire un petit peu peut-être ce qu'on a extrait. Enfin, je ne sais pas, c'est la suggestion que je fais qui est juste un petit préalable. Ça voudrait dire que ceux qui lisent les références envoient à celui qui va lire la question leur... oui, ça le laisse très en suspension à... Pourquoi pas Non, mais c'est ça, maintenant, puisqu'on a 2 mois. Oui, j'entends bien. C'est à voir. Bon, là, on a la chance que la question 1 était courte, mais après, c'est plus long. La question 2 est plus longue, ouais. Donc, faudrait être un peu plus efficace. Oui, comment être efficace? C'est pour ça, je pense qu'on commence, si on commence d'emblée à lire la question, qu'on intervient de manière on est d'emblée dedans. efficace avec une présentation. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que Lacan se sert de référence? C'est des points de scansion. C'est pas à chaque fois des exposés. C'est-à-dire, il y a un moment où il se passe quelque chose qui réorganise le champ des discours. Et donc, oui, après, encore faut-il comprendre ce qu'il raconte dans Radiophonie pour pouvoir rendre quelque chose. Non, mais attends, oui, ma phrase, d'où le fait de... je ne peux pas trop prescrire qu'il faut écrire quelque chose avant pour l'envoyer à l'écran libre, mais plutôt on lit et on voit effectivement ce qu'on extrait dans l'ici et maintenant, sans avoir l'idée qu'on parle dans un exposé. Moi, je serais assez pour tenter ça. J'ai pas suivi le côté concret. Moi, je disais que la première proposition que tu faisais, qui était de dire on traverse le texte de Radiophonie
les gens qui s'intéressent à telle ou telle référence vont les lire, les avoir en tête, et dans l'ici et maintenant de ce qu'on est en train d'articuler sur le texte de radiophonie, amener, extraire quelque chose de ce qu'ils ont. Oui. Parce que si on repart dans des exposés, moi, franchement, j'étais mal prise. Je comprends pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Après, je peux partir dans tous les sens. Donc, je trouve pas lire, avoir en tête ce qu'on a lu. Et à la limite, on va pouvoir s'en servir dans l'ici et maintenant où on lit. Oui, ça c'est l'idée de pas faire des exposés. Mais il faut préciser alors que là, la personne qui présente la question, c'est Véronique. Autrement, c'est pas un autre courant, ça devient insondable. C'est donc à partir de la présentation de Véronique que les gens interviennent. Il n'y a pas, comme là, il y a eu des limites. Pas de la présentation où on le lit et puis on discute, on comprend. Oui, mais on lit avec Véronique. Oui, alors après, le lit de la lecture, pour moi, je suis d'accord avec Jacqueline, il faudrait que ce soit clair. Mais pas au sens de nous dire, toi, ce que tu lis, mais qu'on puisse discuter. Et que tu nous interroges, sachant qui va travailler tel texte, que tu nous interroges, parce qu'autrement ça donne une cohérence, là ça effectivement. Mais il faut que ce soit la même personne, ce soit Véronique qui fasse la présentation, enfin qui propose la lecture du texte. Bien. Personnellement, je trouve que c'est très bien justement que ce ne soit pas Véronique, parce que comme ça on n'a pas une maîtresse. Mais c'est pas et on est tous en train de se mettre au boulot. Oui, mais c'est le temps, c'est orienté quand même. Et je pense qu'on change complètement la question de ce problème du temps qui stressait un peu là avec comme j'ai proposé aujourd'hui. Si on part du principe que d'emblée on arrive, on commence à lire le texte d'emblée. Et là, c'est pas forcément Véronique qui doit lire parce qu'on lit d'emblée et puis il y a cette injection des autres. Après, si on voit que c'est mieux que ce soit Véronique qui lise, bah, on peut toujours revenir là-dessus. Mais a priori, qu'un de nous prenne la responsabilité de la lecture du texte phrase à phrase, ça nous laisse suffisamment de temps. Et puis ceux qui injectent quelque chose, il ne s'agit pas de faire l'exposé sur Kojève, sur Milner ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment voilà, ça, moi je l'ai mis en lien. On lit ensemble, ligne à ligne, voilà. Etc. Oui. Alors après, effectivement, qui lit et on ne va pas effectivement demander à Véronique de nous traduire ligne à ligne ce qu'elle comprend. Voilà. Mais là, ce que moi, où je rejoins Jacqueline par rapport au lead, c'est qu'il y a quand même l'idée d'un contenant, on va dire. On ne va pas repartir à tout faire, chacun, tout un cheminement. Donc c'est moi, ce que j'attends de Véronique, c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. C'est-à-dire une espèce de contenant qu'on peut faire tout seul, à un moment. Voilà. Donc c'est pas maîtresse. Voilà. Je crois que Véronique elle nous a... elle est intervenue chaque fois qu'on tendait à se disperser, quoi. Et de ramener vraiment... De toute façon, c'est un atelier, donc... C'est un atelier, voilà, exactement. C'est un truc au travail. C'est normal que ça... Voilà, que ça bouge. Il s'agit de faire exister comme... On peut avoir une formule un peu différente à chaque fois. Ouais, aussi. Explorons les formules. Là, on a fait première formule. Laissons ce que Véronique disait à la fin de tout à l'heure... en citant Lacan, enfin, en soutenant ce que Lacan essaie de faire, c'est de laisser l'importance au vide, c'est-à-dire à la contingence et à la précarité du lien, pour pouvoir établir les liens qu'on veut au fur et à mesure. Mais l'important, c'est le vide. C'est pas le signifiant qui vient essayer de boucher le vide. Le signifiant maître, c'est ce qui vient boucher le vide. Le vide, mais pas abyssal. Oui, non, mais pas le vide, j'entends la possibilité du lien. Non, mais je blague. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée de la contingence. C'est-à-dire que si c'est moi qui lis la question 2 et que tout le monde prend le jeu au sérieux et prépare bien les références, chacun va intervenir et ça... Mais si vous vous dites, quelqu'un prend la responsabilité, du coup je travaille pas les références, après ça sera moins rigolo en fait. On s'amusera moins si on n'est pas tous impliqués dans le déchiffrage. En plus c'est drôle Lacan quand même.
Bah là, je sais pas. Qui, alors, on fait quoi? On décide quoi? C'est qui prend le lead alors, là, maintenant? Qui lead, Ben, j'ai dit que je lisais la question 2 et que Tu si lis la ça faisait question 3 maîtresses d'école, on on rechange. change, voilà. Alors on y va comme Mais ça. c'est pas du tout ce que tu l'as fait et puis ça. Ça marche, alors on y va comme ça.